faut se le dire. Tous les jeudis, 18h à 20h. Alexandre Cavassa. Toutes les semaines. Nous avons avec nous, vous savez que ça va être la campagne municipale. Je ne sais pas si ça vous a échappé ou pas. Bon oui, la campagne municipale. Encore on l'a déjà fait il y a 6 ans. À chaque fois, il y a la campagne municipale. On dirait que c'est fait exprès. On dirait qu'on est en démocratie. Je rigole, bien évidemment. Nous avons avec nous Arthur Cotterel, candidat Reconquête à la mairie de Toulouse. Bonsoir. Bonsoir Alexandre Cavassa, merci beaucoup de m'inviter, ça me fait très plaisir de pouvoir m'exprimer sur mon projet, mes idées et les idées de Reconquête. Eh bien justement, on va en parler des projets. Déjà, vite fait sur les agriculteurs là, qui risquent de manifester, parce que je sais que c'est un sujet qui touche tous les politiques. Vous, votre vision là-dessus ? Moi, je pense que nos agriculteurs expriment une colère qui est légitime. Ça fait de très nombreuses années qu'ils l'expriment et que leur situation empire. Pour moi, nos agriculteurs, je les vois comme des entrepreneurs. C'est des entrepreneurs qui ont besoin de se battre sur un terrain de jeu équitable. On ne peut pas leur donner des interdictions, leur donner des règles si on importe de la nourriture de l'étranger qui n'a pas subi les mêmes fardeaux, on va dire, en termes économiques. Donc, ils ne peuvent pas se battre contre des producteurs canadiens qui utilisent du glyphosate pour faire mûrir le blé, par exemple. C'est pas possible. C'est une question de souveraineté alimentaire française, et c'est aussi une question tout simplement d'entreprises et d'entrepreneurs qui doivent pouvoir se battre dans la compétition mondiale, tout simplement. C'est ça, parce qu'on reproche aux agriculteurs à certains agriculteurs d'utiliser trop de produits, trop de gros tracteurs, mais derrière ils n'ont pas le choix. C'est pour ça que moi on me dit pourquoi tu dis rien sur ça parce que c'est compliqué. Moi là-bas je rejoins justement votre partie sur ça, c'est que on prend de la viande qui vient d'autres endroits. On se rappelle des scandales alimentaires qu'il y avait eu, notamment pendant la vache folle. Ça n'échappe à personne. J'ai vu un super documentaire sur Buffalo Grill, notamment, qui s'en est sorti. Mais c'est vrai que pendant la vache folle, il y a eu de gros soucis. Ils faisaient venir de la viande d'ailleurs qui, malheureusement, était contaminée. Donc, c'est ça qui est très pénible à un moment donné, cette mondialisation à outrance, qui, en plus, écologiquement parlant, est un désastre. Et on le voit qu'il est aussi un désastre pour notre culture à nous, pour nos terres, pour l'eau. Parce qu'on sait que quand on met des produits, ça va dans la terre, ça va dans l'eau. Donc voilà, et à côté, on a des paysans, la Confédération paysanne qui se bat aussi pour éviter ça, mais c'est une... Et en même temps, on est obligé, par diplomatie, d'acheter des produits ailleurs. On a l'impression que ça n'en finira jamais. Déjà, il y a un truc qu'il faudrait voir aussi, c'est qu'au-delà du problème de l'agriculture, se pose aussi le problème de la consommation et de la consommation raisonnée. Dire quelque part, voilà. On mange trop. On mange trop, et on mange mal. On mange pas de saison, il ne faut pas oublier un truc, on parle de saison pour les fruits et les légumes, il y a aussi des saisons pour la viande, il y a des saisons pour les fromages. Dire une vache, c'est pas juste un truc qui est là pour pondre des veaux et les faire téter, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est voilà, les usines à cochons, les usines à poulet, tout ça et machin, c'est un scandale, quoi. Et ça, c'est bel et bien la France qui fait ça, quoi. On va pas dire c'est la faute à l'étranger, là. Alors, justement, et l'Europe aussi. Bon, bref. C'est pas le sujet, parce que là, par contre, je maîtrise très mal. Mais justement, votre projet pour Toulouse, parce que vous êtes candidat, c'est la première fois, me semble. À la mairie de Toulouse, oui. Ah oui, à la mairie de Toulouse, bien évidemment. Justement, moi, si tu permets, Alex, moi, j'aimerais bien connaître votre parcours. Oui. Parce que j'ai cherché un peu sur... D'ailleurs, c'est pas bien, vous défendez Toulouse et vous vantez de voler sur Boeing, ce n'est pas bien. Vous savez, alors juste sur ce sujet, vous savez qu'à Toulouse, il y a également de très nombreux sous-traitants de Boeing. Quand Boeing tousse, Toulouse tousse également. Mais bon, trêve de plaisanterie. Donc moi, je suis un Toulousain de cœur, de naissance également, qui a cru à l'école, au travail, au mérite. Je suis issu d'une famille modeste, mais voilà, on y a cru. Je suis devenu ingénieur et donc pilote de ligne dans une compagnie très connue en France. Et mon parcours, il est donc celui d'un Français ordinaire, tout simplement, qui a utilisé les moyens que la République met à notre disposition, à tous, à partir du moment où on les saisit.
Voilà, donc j'habite à Saint-Cyprien, j'ai 44 ans, je suis père de famille. Je vis la situation de tous les Toulousains au quotidien, quand je marche dans la rue, quand j'emmène mes enfants à l'école, mon épouse également. J'ai rejoint Reconquête en 2021 à sa création, parce que Éric Zemmour nous a véritablement rendu la parole. Moi, j'ai grandi dans un quartier d'immigration, un quartier de HLM, et j'ai réalisé depuis l'école primaire, si vous voulez, qu'il y a des choses qu'on peut vivre, qu'on peut ressentir, qui sont pas entendables pour des personnes qui n'y vivent pas. Et donc cette censure que de très nombreuses personnes ressentent, je l'ai évidemment ressenti depuis tout petit. Donc voilà, le sens de mon engagement aujourd'hui, c'est de aussi rendre la parole aux Toulousains, leur dire vous pensez comme ça, mais vous avez le droit, et ça ne fait pas de vous de mauvaises personnes. En fait, vous restez de bonnes personnes. Alors à Toulouse, je viens de Marseille. Toulouse, Marseille, c'est deux mondes complètement différents. J'ai l'impression qu'à Toulouse, et je le dis tout le temps, il y a une mixité qui arrive à se faire. Ça a l'air de marcher. Bien sûr, il y a la mafia, il y a des mafias qui commencent à mettre les pieds dans la ville. Ça, je l'ai appris, je sais de sources sûres. Il y a tout ça, parce qu'il y a le lien avec l'Espagne qui est super pour eux. Ils ont un boulevard. Ah bon? Non, mais je le dis parce qu'il y en a qui vont dire que non. Ils pourraient penser que non, que j'exagère. Toulouse n'est pas Marseille. Moi, quand on me parle d'insécurité à Toulouse ou de quartiers sensibles à Toulouse, même si c'est vrai que ça peut être compliqué à cause de la drogue et tout ça, comme à Jeanne d'Arc, par exemple, ils ont fermé un McDo. Voilà, c'est vrai que c'est un ressenti, en tout cas, qu'on a peut-être moins à Toulouse. Vous êtes suivi quand même dans la ville, ou justement, que vous disent les concitoyens que vous croisez? Mais votre... alors, il y a deux choses que je veux dire là-dessus. Premièrement, quand bien même l'insécurité n'existerait qu'au Mirail ou à Ampalo ou aux Isards, est-ce que ça en fait une raison est-ce que ça en fait une raison pour ne pas lutter contre de façon acharnée? Non. Tout le monde a droit à la sécurité, donc il est très important de s'en saisir. Et deux, moi je trouve que la ville de Toulouse, effectivement, est en train... C'est une ville... Pour nous, c'est une ville particulière. C'est une ville qui a une culture, un art de vivre. Pour moi, Toulouse, c'est la douceur de vivre. Mais la douceur de vivre, elle s'échappe. Elle s'éloigne. Vous voyez, on peut plus... moi, je trouve que l'insécurité gagne énormément de terrain. On le vit au jour le jour. Quand votre femme, chaque semaine, est obligée de descendre à une station de métro qui n'est pas la sienne parce qu'il y a un type louche dans le métro. Quand votre ado qui sort à Saint-Pierre le soir rentre au-delà de minuit. Bon, écoutez, les personnes de notre âge, là, qui elles, rentrent vers les coups de 23h, ils ne voient pas ça. Mais voilà, effectivement, à plus forte raison. 2-3 heures du matin, je ne vois pas ça non plus. Mais voilà, les jeunes vivent ça. Les jeunes vivent cette situation où, dans le centre-ville de Toulouse, en plein centre-ville, des bandes de jeunes de Mostaganem, pour ne pas le dire, en Algérie, font régner la terreur. Et moi, ce que je voudrais, c'est que mes enfants puissent se promener le soir dans Toulouse sans avoir peur du type qui arrive en face. Et quand c'est moi le type qui arrive en face, j'aimerais bien que les personnes que je croise ne se posent pas des questions, ne me regardent pas un petit peu pour évaluer, savoir si je suis dangereux ou pas. C'est ce que les gens vous disent réellement, parce que... Oui. Faut peut-être, si vous voulez qu'ils évitent ça, que vos enfants n'écoutent pas certains discours qui déforment un peu, quoi. Genre ceux d'Éric Zemmour. Vous m'excuserez. Ouais, vous comprenez bien que mes enfants qui ont 8 et 11 ans n'écoutent pas les discours politiques. Ils en sont préservés. Leurs parents, c'est déjà pas mal. Vous m'excuserez, mais moi, je traîne dans la nuit toulousaine. Et franchement, ce que vous me dites, je ne dis pas qu'il n'y a pas des débordements, je ne dis pas qu'il n'y a pas des bastons. À Saint-Pierre, elles viennent aussi souvent de quelques rugbyman qui sont pas mal bourrés. Voilà, et qui ne sont pas forcément d'origine maghrébine. Voilà, au bout d'un moment, ça serait bien de ne pas tomber dans les clichés. Vous parliez du système des banlieues. Les banlieues, c'est aussi une question sociale. Vous avez grandi, vous êtes bien placé pour le savoir, dans une cité HLM, vous le dites vous-même, vous venez d'une famille modeste. Au-delà d'une question d'origine, il y a une question de rang social, je pense, qui rentre là-dedans. Alors, moi c'est toujours cette même histoire. Je vous répondrai, mais moi, cette excuse du social, à chaque fois, j'en ai marre. Surtout à Toulouse. C'est que, je le dis toujours, ceux qui souffrent le plus en ce moment en France, c'est les agriculteurs.
c'est les jeunes, pas le syndicat, les jeunes agriculteurs. Ouais, faire pousser des patates au Mirail, c'est pas facile, Alex. Oui, mais ils ont moins d'aide. Le Mirail, c'est le quartier le plus vert de Toulouse. Oui. C'est le quartier le plus favorisé de Toulouse en termes d'équipement public. Et c'est génial. Et pourtant, il y a des manques de moyens dans le social au Mirail. On en a parlé avec des associations depuis le début de la saison. Oui, non, pardon. Depuis le début de la saison, il y a un manque de moyens, notamment sur l'aspect social. Et justement, vous parliez de certaines personnes, justement, comment on peut faire pour pouvoir les intégrer véritablement aux valeurs et au système de la République. Alors déjà, je veux souligner que l'origine ou la pauvreté, puisque c'est ça dont il est question, la pauvreté ne vous enferme pas dans une destinée de délinquance. Mais quand on parle donc de ces quartiers, on ne parle pas que de délinquants, évidemment, c'est certainement une minorité. Rappelez-moi votre question. Je vous demandais comment on pouvait faire en sorte que justement ces jeunes puissent mieux s'intégrer entre guillemets dans les valeurs et dans le système de la République. Mais déjà, si on arrêtait de les renvoyer à leurs origines de façon permanente, ça les aiderait certainement beaucoup. Parce que moi, ce que je constate et ce que je dis depuis, écoutez-moi. C'est qui a parlé de Mostaganem ? Mais Mostaganem, c'est un pays, ce sont des illégaux, c'est pas une origine ethnique, monsieur. J'entends bien. Bah oui, mais c'est pas la même chose. Parce que justement, la sémantique est importante. C'est important, effectivement, parce que qui aujourd'hui leur parle comme à des adultes responsables, comme à n'importe quel Français, eh bien, nous sommes les seuls en réalité. La gauche leur parle sans arrêt comme à l'origine de laquelle ils viennent. On leur parle comme à une communauté, et nous, on veut parler qu'à une communauté de Français. Qui s'appelle Corinne. Ah ben oui, mais factuel. Mais très bien, mais on va pas revenir sur ce sujet, mais voilà. Je pense que c'est toutes les personnes issues de l'immigration qui vivent dans ces quartiers, ou pas d'ailleurs, ont d'abord besoin qu'on leur propose un schéma mental qui est celui de français ordinaire, qui n'est pas celui de français d'origine ceci ou d'origine cela, qui ne les renvoie pas dans leurs origines en permanence. C'est ce que fait exactement l'extrême gauche actuellement, qui capitalise sur un ressentiment communautaire, qui l'attise et qui crée une fracture qui est dangereuse, mais plus que dangereuse pour la société. Ce ne sont pas les gens comme nous qui leur disons qu'on leur propose ce merveilleux cadeau que la France leur fait de l'assimilation. Nous, on leur propose ce cadeau-là. S'ils la refusent, on leur dit, écoutez, et qu'ils ne sont pas français, écoutez, dans ce cas-là, trouvez-vous un meilleur pays. Mais en France, on a une culture, on a la République, des institutions, la laïcité, on souhaite les préserver. Voilà. C'est ce que nous, on dit. Après, sur l'assimilation, moi je dis toujours, des fois quand on change même de région en France, quand on est né en France, quand on change de région en France, c'est toujours dur d'oublier ses racines. Est-ce qu'à la place de l'assimilation, il n'y aurait pas, c'était quoi l'intégration. À la base, on est sur un système d'intégration. Non. Si. Parce que l'intégration peut fonctionner. Je vais prendre un exemple. Je regarde CNews. Voilà, tout le monde le sait. J'ai l'impression d'avoir un truc horrible. Mais pas que. Je tiens à le dire. Voilà. Mais il y a Sonia Mabrouk, ma consoeur journaliste, qui a eu un enfant et qui a donné un nom musulman à sa fille. Bon. Pourtant, elle est sur CNews, elle est française, d'origine tunisienne, elle le dit, musulmane, et ça se passe très très bien. C'est ça un peu que j'essaie de... Là, c'est un vrai débat ouvert. Ça marche bien. On va avoir du mal à refaire le débat sur les prénoms quand même. Oui, on va pas aussi peu de temps. Mais bon, voilà, on peut dire pour Sonia Mabrouk, mais on peut également citer la nouvelle présentatrice du JT de France 2 qui, elle, a un prénom francisé. Léa. Voilà. Elle est chrétienne, mais qui se considère comme française. Après, elle est chrétienne. Oui, attention, il faut se méfier sur un truc sur le chrétien, musulman et tout ça. C'est deux choses différentes. Il y a ce qui est une nationalité, sur laquelle on peut discuter. Mais je veux dire, la religion et c'est deux choses totalement différentes. Et puis ça concerne la sphère privée aussi, tout simplement. Ça, c'est sûr. On a un auditeur par téléphone, je crois. Des fois, il y a des auditeurs qui peuvent appeler. Les auditrices, n'hésitez pas. 05 61 80 40 40. C'est vrai que le numéro s'affiche. Et c'est pas surtaxé en plus. C'est pas surtaxé. On est gratuit. Voilà. On est gratuit. Nous avons qui par téléphone, Michael? Nous avons Lucas.
Lucas, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Cottrell. J'aurais deux questions à vous poser. J'ai souvent été un électeur de Monsieur Moudin depuis que je suis en âge de voter. J'en suis plutôt satisfait. Cependant, j'aimerais quand même que Toulouse bascule dans une droite quand même plus affirmée comme celle que vous représentez. Et ma question, c'était comment vous comptez, qu'est-ce que vous comptez faire pour vraiment avoir une droite affirmée à Toulouse? Et ma deuxième question, c'était qu'est-ce que vous comptez faire pour rétablir un vrai ordre à Toulouse et que l'autorité règne? Juste avant que vous répondiez, moi je trouve ça exceptionnel. On peut rebaisser un peu. C'est que à chaque fois, même, je vous dis, j'ai l'impression de vivre dans une ville en guerre. Parce que quand je sors à Toulouse, je vois pas du tout ce qu'on dit là. On parlera économie, après on parlera de tout ça. C'est vrai que c'est un sujet important parce que c'est à la base sur ça-là que Éric Zemmour avait commencé à l'époque. Il a que ça à dire, même en général. Non, parce que non, je suis pas. Tu prends Sarah Knafo, par exemple, je l'ai écoutée l'autre jour. Elle me fait plus penser à Chirac que quelqu'un d'autre. Je l'ai regardée. Elle était face à Pauline de Malherbe, que pourtant j'appréciais beaucoup. Elle a foutu à poil parce qu'à un moment donné, voilà, c'est pas tous les militants ou les personnes politiques ne sont pas les mêmes dans les partis, on le sait très bien. Regarde chez Jean-Luc Mélenchon, il y en a des biens. On a ici Christophe Bex, par exemple, qu'on a reçu, avec qui on peut super bien parler. Voilà. Je sais plus où je voulais en venir, mais en gros, voilà, j'ai l'impression de vivre dans une ville, mais peu importe qui on reçoit. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'arbre dans Toulouse quand on reçoit les écolos. J'ai l'impression qu'on n'a pas de social quand on reçoit les socialistes. Et là, j'ai l'impression qu'on est en insécurité totale quand on reçoit Reconquête. Alors, votre réponse? Donc, alors, Lucas, bonsoir. Donc, merci de me poser ces questions. Donc, la première, c'était comment allons-nous faire, ou comment vais-je faire pour recréer une droite qui s'affirme à Toulouse? La réponse que je vais vous fournir, c'est de ne pas vouloir faire le en même temps centriste. Le problème de Jean-Luc Moudinque, c'est qu'il est pris en tenaille entre sa volonté de contenter la droite et la gauche. Nous sommes de droite, économiquement et à tous les sujets, et on n'aura pas peur de l'affirmer. Je pense que on peut pas accuser Reconquête et ses porte-paroles de faire preuve de gauchisme. De gauchisme, effectivement. Je cherche mes mots, excusez-moi. Je vous en prie, on est là je pour manque ça. un peu de sommeil. De faire preuve d'être timoré, en tout cas, sur les idées et sur les projets. Je ne sais pas vos positions. Ça, au moins, on peut vous le reconnaître. Voilà, donc... Mais ça veut dire quoi, donc, la droite? Parce que c'est bien de dire on va être de droite. Ça veut dire quoi au niveau de la ville? La droite, si je reviens un peu aux fondamentaux, c'est croire en la liberté, en la responsabilité. Moi, j'y crois. Et je pense que la ville de Toulouse manque peut-être d'un cap qui affirme une vision. Il y a des grands projets, mais j'aimerais qu'on soit plus fidèle à l'identité de Toulouse, qu'on valorise notre patrimoine, qu'on valorise les entrepreneurs, nos commerçants, le commerce, qu'on cesse de mettre des bâtons dans les roues à ce poumon qu'ils sont pour Toulouse, et qu'on ne confonde pas écologie avec suicide. Donc voilà pour la première réponse. Et pour ce qui est de l'ordre et l'autorité, j'ai un petit peu la même réponse. Je pense qu'on est quand même assez clair là-dessus. Moi, il y a un projet qui me tient beaucoup à cœur pour Toulouse, si vous voulez. C'est la collaboration entre la police municipale et la police nationale. Ah, c'est un vaste sujet. Je sais que... Oui, parce qu'il y a... Bon, ça vient d'évoluer un petit peu, mais je pense qu'il faut encore aller beaucoup plus loin. Non, je suis pas d'accord avec toi. Il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, reprenons l'exemple de votre fille qui est agressée, ou en tout cas semble l'être en centre-ville la nuit. S'il n'y a personne de la police municipale dans la salle des caméras, ou si ce policier ne prévient pas la police nationale, elle est toute seule. Moi, je souhaite qu'il soit contractualisé des effectifs de nuit dans la police municipale. C'est toujours pas le cas. Je souhaite qu'il y ait des policiers nationaux dans la salle des caméras. Ce n'est toujours pas le cas.
Et je souhaite que le nombre de caméras de vidéoprotection disposant de la capacité d'intelligence artificielle, ce qui n'est pas encore légal, mais il finira certainement par le devenir, soit énormément augmenté. Ouais. Non, la Chine, bon, moi je voyage beaucoup, vous voyez, je vois un petit peu comment ça se passe dans tous les pays du monde. Premièrement, ce que je vois, c'est que la France est un pays riche, pauvre. C'est un pays qui s'appauvrit énormément. Là, dans les débats actuels sur le budget, je crois que les citoyens n'en ont pas vraiment conscience. Il faudrait qu'on leur dise un petit peu plus, qu'ils aient l'occasion de voir un peu comment ça se passe à l'étranger. Donc, premièrement... Ce point, les millionnaires partent. Aujourd'hui, c'est Dubaï, tenez-vous bien, Italie. Oui, Grèce. Oui. Et nous, on est dans les derniers. Moi, quand je suis né, en 80... on avait le même niveau de vie par habitant que les États-Unis. Aujourd'hui, on est à moitié en dessous. Bref, je vois ça. Et deuxièmement, vous voyez, je me promène en Chine. Alors, c'est vrai qu'il y a des caméras. On n'est pas obligé de tomber dans les excès du communisme qui veut surveiller tout le monde. Bon, effectivement, vous regardez dans la rue, il y en a des caméras, il y en a des n'importe où que vous êtes, vous en voyez des dizaines, voire centaines. Vous avez un crédit social, si vous traversez en dehors des clous, on vous retire des points. Bon, l'avantage, il faut quand même le dire, c'est qu'on est très en sécurité dans la rue. Mais pourquoi toujours donner cet exemple chinois qui est complètement excessif lorsqu'on parle de vidéoprotection ? On est en France, on a des règles éthiques. Et en plus on y croit, donc c'est pas des règles qu'on subit, c'est des règles qu'on se donne parce que c'est notre philosophie. Donc il n'y a pas de raison de refuser ce progrès ou cet apport en termes de sécurité. Encore faut-il que ça marche. Mais ça marche. Marrant, vous arrêtez pas. Si ça sauve une personne. Si ça sauve une seule personne, moins, si on peut retrouver ça aura marché. Le coupable, c'est à Grenoble, je crois, où il avait retiré, c'est un maire écologiste, avait retiré les caméras de surveillance et malheureusement, il y avait un meurtre qui était rentré dedans, je crois. Et la personne est partie, on n'a aucune piste parce qu'on n'a justement aucune caméra. Donc ça n'empêche pas, je suis d'accord, on n'empêchera jamais le crime, il a existé depuis la nuit des temps. Je peux vous donner un autre exemple. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le retrouver. Je pense à la famille de ce monsieur. Vous vous souvenez, quand il y a eu, ça fait un peu un buzz, quand il y a eu le scooter qui a écrasé une personne sur le pont Saint-Pierre. Vous vous souvenez de cette affaire ? Bon, le coupable a été retrouvé grâce au suivi par les caméras. Bon. Aujourd'hui, à Toulouse, on est de l'ordre de 700 caméras, je crois. Toulouse, 520 000 habitants à peu près. Nice, 320 000, 330 000, je ne sais plus, ils ont 5 000 caméras. Je pense que c'est un objectif raisonnable qu'on devrait se fixer et arrêter de faire croire aux gens qu'il y a une augmentation faramineuse quand on rajoute 50 caméras tous les 5 ans. Enfin, j'exagère, mais quand on rajoute 50 caméras par an, vous voyez, il y a une marche véritablement à franchir. Je souhaite qu'on la franchisse. Mais dans un contexte où les collectivités locales doivent faire des économies, c'est quand même un investissement d'installer les caméras, les maintenir, les payer. Justement, on le fait. Vous avez raison. On le fait concrètement. Au détriment de quoi ? Comment ? Au détriment de quoi ? Voilà, exactement. On le fait au détriment de quoi ? Mais vous avez raison. Si vous voulez, tout coûte. Au détriment de quoi ? La ville de Toulouse a un budget de 900 millions d'euros. Je crois que quand on fait des caméras une priorité, on trouve de quoi les financer. Je ne vais pas vous donner le coût de combien ça coûte. C'est quelque chose qu'on a étudié, mais c'est très largement finançable et finançable par des économies. Évidemment, Reconquête à Toulouse ne proposera strictement aucune hausse d'impôts, voire même des baisses. Mais si c'est une priorité, et ce sera la priorité, évidemment que ce sera financé facilement. Au détriment de quoi voilà. Puisque vous l'avez étudié, autant savoir quel est votre plan. Moi, je pense que on va se poser la question du nombre de subventions qu'il y a pour des associations qui ne sont pas toujours très en adéquation. Des noms. Pardon ? Des noms. On va aller dans excusez-moi, sinon, non, je ne suis pas là pour donner des noms. Mais je l'ai déjà fait d'ailleurs.
Ça fait penser à des phrases valises que vous dites, que vous enchaînez. Vous pourriez être dans une autre ville, on entendrait le même discours. Donc pour le coup, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis dans ce que vous souhaitez? Je comprends tout à fait votre volonté, il n'y a aucun problème, mais c'est au détriment de quoi? Donc vous parlez qu'il y a des associations qui ne sont pas très en adéquation. Vous seriez à Nice, vous pourriez dire on voudrait faire ça par rapport à des associations qui ne sont pas en adéquation. On sera à Lyon, on pourrait dire la même chose. Là, on est à Toulouse, donc on vous interroge sur votre programme toulousain. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis, puisque vous annoncez que il y aura même des baisses d'impôts, mais on va augmenter les effectifs de police de nuit, on va augmenter le nombre de caméras. Il n'y a aucun problème, mais à un moment donné, comment réellement sur les associations toulousaines, sportives, culturelles ou autres, vous voudriez des baisses de subventions? Écoutez, je comprends votre question, mais le vrai problème des Toulousains, c'est pas de chipoter sur des chiffres. Des chiffres, ça n'a jamais rendu personne en sécurité. Par contre, des orientations, oui. L'important, pour moi, c'est que les Toulousains puissent prospérer, puissent être en sécurité, puissent vivre en convivialité dans leur quartier. Et ensuite, les débats de chiffres, vous doutez bien que moi, je ne connais pas tous les chiffres par cœur. De toute façon, tous les chiffres ne sont pas... Pardon ? C'est vous le tête de liste, monsieur. Est-ce que vous avez demandé les chiffres aux autres invités que vous avez reçus? Pour certains, oui. Moi, chaque fois qu'on me dit on va faire ça, je suis le dernier journaliste à dire oui, combien. Moi, je vous ai dit, c'est une priorité. C'est très clair qu'on va la financer, il n'y a aucun problème là-dessus. Toulouse, je vous disais, c'est 900 millions de budget. Les caméras, ce sera 70 millions. Vous voyez, c'est largement faisable, sur 5 ans en plus. Moi, juste une question. Vous dites les Toulousains veulent. Excusez-moi, moi je suis Toulousain. Moi j'ai envie qu'il y ait de la convivialité dans mes quartiers. Tout à fait, mais moi aussi. Pour ça, il faut être en sécurité. Justement, elle passe par un système. Il faut des commerçants également. Aussi. Il faut un système associatif. Non. Il faut des commerçants. Moi, vous m'excuserez, voilà, on supprime les subventions aux associations. J'ai pas dit ça. Voilà, nous demain on n'a plus de subventions. Notre sécurité, ne serait-ce que financière, elle va être un peu limitée quand même. Après nous, on a de la chance, c'est qu'on n'a aucune subvention de la mairie. Ouais, c'est vrai que nous, les baisses, on n'a pas touché à la mairie, on touchait zéro, on touche toujours zéro. On n'a pas touché. Oui. Pardon. Non, mais quand la mairie subventionne la CIMAD, vous voyez, par exemple, ça, c'est quelque chose que je supprimerai, c'est sûr et certain. Vous parlez énormément d'insécurité, on en parle depuis maintenant quasiment une trentaine de minutes, mais moi en tant que journaliste, je suis amené à échanger très régulièrement, si ce n'est quotidiennement, avec des Toulousains. Il y a d'autres sujets qui les intéressent, les déplacements, l'écologie avec l'été qu'on a connu, ça a été un large sujet de discussion ces dernières semaines avec nos invités. Justement, quid de ces autres sujets vis-à-vis de votre candidature et de votre programme? Alors on vient un petit peu d'en parler, mais moi, je m'intéresse, et j'offre également une priorité, mais la convivialité à Toulouse, dont on vient de parler, la vie de nos quartiers, elle se fait autour de nos commerçants, de nos restaurateurs. Ils sont le poumon de Toulouse, comme je disais. Et je veux que tout le monde sache que la situation qu'ils vivent est absolument dramatique. Et qu'il est absolument essentiel de leur permettre de survivre. Il y a un nombre très important de commerces qui sont en train de fermer dans le centre-ville. Le centre-ville de Toulouse est en train de mourir littéralement. Donc, vous êtes d'accord? On ne voit pas les mêmes choses, mais c'est pas grave. La situation est dramatique pour eux. Moi, ce que je veux leur dire, c'est qu'on va les soutenir avec toute notre énergie. Et que ça va commencer par cesser de leur mettre des bâtons dans les roues. Mais les commerçants, aujourd'hui, ils subissent des questions qui nous dépassent parfois. Les habitudes avec Internet, par exemple. La crise économique qui touche tout le pays, que Toulouse subit, comme tous les autres. Par contre, vous voyez... l'accès au centre-ville, puisque vous me parlez de bouchons, de problématiques, pour eux, c'est un vrai sujet. Donc, on va le prendre à bras-le-corps. Je pense que l'écologie, c'est important. Mais si on tue le centre-ville, ça se fait à mauvais escient.
Donc, c'est-à-dire que la canicule de cet été, on a connu 40 degrés. Quel est le rapport avec les commerçants faut bien que les gens puissent sortir l'été. Oui. Quand il fait 35 degrés un jour sur 4 pendant l'été, les gens ne sortent pas. Moi, le premier, je vais pas au centre-ville faire mes courses ou aller boire une tasse écoutez, avec mes amis. figurez-vous qu'il y a des tas de villes dans le monde où il fait très chaud. On nous prévoit le climat de Séville à Toulouse en 2050, je crois. Séville reste vivante. Ils ont des solutions. On est grand remplacé même dans les températures. Par Séville. Eh oui. Non, mais c'est vrai. Il faut pas non plus. Ça reste quand même un problème important. Mais bien sûr, ça reste important. Je pense qu'il y a des tas de choses à faire au niveau de l'ombrage en particulier, au niveau des projets de forêt urbaine, moi que je soutiens totalement. Je trouve ça très très bien. Le fait d'arborer mieux la ville. C'est vrai que c'est une ville au centre-ville qui est très minérale. C'est aussi ce qui fait sa beauté. Donc il y a des justes milieux à trouver. On ne peut pas à la fois, dans chaque rue qui est contrainte par sa largeur, avoir une piste cyclable, une piste de bus, une piste pour les voitures, des trottoirs, des arbres, des places de livraison et des rangements à vélo. Ça ne marche pas partout. Donc vous voyez... C'est marrant, pourtant vous nous disiez hors antenne que vous vous déplaciez essentiellement en vélo. Mais oui, mais je remarque que c'est très facile de se déplacer à vélo. Mais je remarque également, parfois j'utilise un vélo électrique. Et quand je suis à vélo électrique, j'ai, comment vous dire, un état d'esprit où finalement ça ne me dérange pas de faire un petit détour de 20 mètres pour prendre la rue parallèle. Et en fait, ça nous prouve une chose, c'est que rien n'oblige à mettre les grands axes cyclables confondus avec les grands axes automobiles et en concurrence. Donc, il y a eu pas mal de soucis récemment sur les bords de canal, je crois. Moi, je pense que tout le monde doit comprendre qu'il faut de la place pour tout le monde et pour tous les autres. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. C'est que... je suis un énorme automobiliste, vous le savez tous ici. J'ai même une émission. Sauf depuis aujourd'hui. Sauf depuis aujourd'hui. Et je suis le premier à dire. Au début, il y a trop de pistes cyclables, il n'y a pas de vélo, et il y a pas. Voilà. Moi, j'aime la bagnole, je veux de la bagnole partout comme avant. Bon, déjà, on est beaucoup plus nombreux que dans les années 50, 60. Maintenant, les couples ont 2, 3 voitures, les étudiants, pareil. Je vis à Rangueil, donc je le sais. Pas tous les étudiants sont dans la panade. Il y en a qui ont les voitures des parents qui leur filent, et on se retrouve, nous, submergés de voitures à Rangueil. Mais ce qu'on peut observer, je pense à l'avenue Saint-Michel, la grande rue Saint-Michel, c'est qu'il y a quand même la place pour les voitures. C'était accidentogène à mort, même quand on était en voiture ou piéton. Saint-Michel, c'est une structure à Marseille. Et là, maintenant, ils ont une piste cyclable. C'est vraiment une rue très large. Elle est pratique. Eh bien, justement, ils ont pu faire... Non, mais parce que vous savez, il y avait les commerçants, ça sortait de tous les côtés. Au point que je prenais jamais le vélo à cause de ça. Et là, maintenant... c'est beaucoup plus simple et je trouve que ça circule pas mal. Est-ce que c'est pas aussi les habitudes des gens? Et je me prends comme témoin et exemple. Merci plutôt. Comme exemple, c'est que moi-même, qui étais un anti-vélo, dès que je voyais un vélo cargo, je rigole. Maintenant, j'en suis devenu fou. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça qui fait que ça change et que les gens se disent, après tout, les vélos avancent un peu tout seuls? Pas tous. Je ne parle pas des personnes âgées, je ne parle pas des personnes en situation de handicap, je ne parle pas de quand il fait très froid. Mais justement, il y a cette adaptabilité qui se passe aussi dans la tête des gens, des citoyens, je pense. Vous êtes un peu extrémiste, en fait. Arrêtez. C'est horrible. Pour les gens de droite, je suis de gauche. Pour les gens de gauche, je suis de droite. C'est que tu fais bien le boulot. Mais non, mais il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique. Vous voyez, bon, moi, effectivement, j'habite en centre-ville, donc je me déplace à vélo. Par contre, j'ai une voiture. J'ai une voiture parce que j'en ai besoin. Et peut-être pour me déplacer en centre-ville. Diesel, oui. J'ai un diesel. Moi aussi. Oui. Mais sauf que les diesels qui sont les diesels modernes, en tout cas, je me suis pas penché sur la question, je vous avouerai, depuis ces dernières années, mais il y a quelques 5 ans, polluaient moins en fait que les essences. Il y a un débat sur justement les diesels, les essences, la consommation. Voilà. Mais bon, on va pas en parler. Ça... Mais bon, voilà, il faut rester pragmatique. Effectivement, les familles. Les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, les personnes âgées, quand vous emmenez vos enfants, quand il pleut et qu'il fait froid et qu'il y a du vent. Enfin voilà, donc
le vélo c'est super, mais c'est un peu comme le solaire ou l'éolien. Bah ouais, quand il y a du soleil, le solaire c'est super. Et l'éolien, quand il y a du vent, c'est super. Donc, mais sauf que il y en a pas toujours, et des fois il faut pouvoir se déplacer autrement. Donc, je reviens aux commerçants. Hein. Ce qu'ils constatent, c'est qu'il est difficile de parvenir jusqu'au centre-ville pour aller jusqu'au commerce, et il va falloir prévoir que les commerçants puissent venir eux-mêmes en voiture, puissent faire leur livraison, et que les Toulousains, les Haut-Garonnais et même au-delà puissent venir en centre-ville. Même, je vais vous donner un autre exemple. Ouais. Quand il y a un match du TFC, vous avez vu où sont garés les gens ? C'est n'importe quoi. Donc aujourd'hui, vous avez des supporters qui pourraient venir de plus loin, mais ils viennent pas. Ils vont devoir se garer n'importe comment, et ils vont se faire sulfater par la sulfateuse à APV. Alors, ils vont se faire aligner. Là, pareil, pour me faire l'avocat de celui qui vit à Toulouse depuis 17 ans et qui connaît une autre ville, ils viennent quand même. Moi, je vois qu'ils se garent. Il y a moyen de se garer. On se gare. Le parking relais et tram. Moi, le nombre de supporters que je croise à chaque fois, le métro qui marche. Vous savez qu'ils sont saturés. Hein. Mais ça répond pas à tout. Ça répond pas à tout. Vous allez au match du TFC, les gens, ils ont envie de se garer à côté du stade. Il faut l'accepter. S'ils préfèrent aller voir un match de foot, ils peuvent aller voir. Vous le disiez vous-même, à vélo, vous prenez le temps de faire un détour. C'est aussi, au bout d'un moment, on ne peut pas réjouir tout le monde, on ne peut pas contenter tout le monde. Voilà. Il y a une question d'efficacité aussi. Moi, voilà. je le vois quand j'allais voir les matchs du TFC en voiture. Toi non plus, t'aimes pas le foot. C'est dingue. Si, justement, mais il y a les deux au stadium. L'avantage, c'est qu'on peut aller voir les deux. On peut voir rugby et foot. Mais c'est vrai que quand on a vu qu'il y avait une difficulté à se garer, on s'est dit, on a un parking relais à Balma, on va l'utiliser. Et effectivement, donc on prend le parking relais, on fait le changement à Jean Jaurès, jusqu'à Ampalo, et on marche. Et c'est une ambiance. Et voilà, c'est une ambiance, parce qu'on est tous ensemble, on est tous groupés, on va tous vers le stade. Par le but. Mais à la fois, je vois aussi les gens qui se garent à la sortie à Ampalo, à la sortie du périph', c'est vrai que c'est compliqué aussi. Mais il faut que les gens soient informés, que les gens comprennent que c'est plus facile de se déplacer avec le transport en commun aujourd'hui à Toulouse. En plus, tu peux t'arrêter à Jean Jaurès, aller faire quelques courses chez des commerçants, ça évite la montée du poujadisme. Tout est parfait. Oui, ça peut aussi être ça peut faire que les gens restent aussi en centre-ville. C'est vrai que c'est très mais parce que je comprends votre point de vue. Il faut rester tolérant dans tous les sens. Moi, quand je suis j'habite en centre-ville, je trouve que c'est plus sympa quand il n'y a pas de voiture. Ah ouais, mais sauf que je suis pas tout seul ici, et je le sais. Et puis on a tous besoin de l'utiliser. Et puis, vous savez, on parle des mobilités douces. Moi, je trouve qu'elles n'ont rien de doux, parce que on n'a jamais été aussi en danger sur nos trottoirs que depuis qu'il y a des vélos et des trottinettes partout. Je suis pas d'accord. Je viens de m'acheter un vélo électrique, monsieur Cottrell. Alors oui, je suis d'accord avec vous sur les trottinettes. Oui, surtout les trottinettes. En tout cas, moi, pose un problème partout en France. Alors c'est comme les couteaux. Alors attendez, c'est comme les couteaux. C'est pas les trottinettes, les couteaux, les pistolets. C'est pas le fait qu'ils existent qui pose problème, c'est qui les tient entre les mains. Si les gens respectaient un minimum le code de la route, pas griller un feu, pas rouler sur le. Mais exactement. Exactement. Je suis sûr quelque part dans le monde ça a déjà été fait. Exactement. Je pense que aujourd'hui, moi j'aimerais que les policiers municipaux ou en tout cas les agents qui verbalisent les gens qui sont mal garés, voilà, ils s'occupent aussi de faire respecter le code de la rue qui existe. Et puis plus généralement, vous savez, mon projet pour Toulouse, c'est que vous pouvez le résumer en quelque chose de très simple. Moi, j'aimerais que nos enfants puissent retourner acheter le pain à la boulangerie, tout simplement, qu'ils puissent ressortir dehors. Aujourd'hui, on a des enfants d'appartement parce que c'est dangereux de sortir. Le mien a 13 ans. C'est dangereux. Très régulièrement, je vous rassure. C'est très bien, il a 13 ans. Pourquoi on entend de la musique en fond, c'est normal, hein Non, ce n'est pas normal qu'on entende de la musique en fond. Oui, bon, donc aujourd'hui, même sur le trottoir, nos enfants ne sont plus en sécurité. Moi, j'aimerais qu'ils le soient. Ouais. Et je pense que les Toulousains partageront cette ambition assez facilement. Justement, on va parler vélo. Téléphone. On va parler vélo, apparemment. On parle vélo. Dominique. Dominique. Oui, bonjour. Je m'appelle Dominique. Alors, j'habite en banlieue toulousaine. Je suis, comme vous, j'ai une voiture. Alors d'abord, je tiens à préciser une chose, c'est que de moins en moins de personnes ont les moyens d'avoir des voitures, surtout les gens qui sont en dehors de la ville, donc c'est très compliqué pour eux. Et quand ils ont des petites voitures,
qui ne sont pas correctes, les ZFE souhaiteraient les empêcher de rentrer. Donc là, déjà, je trouve que c'est terrible. Mais moi, je suis cycliste. Je ne suis pas spécialement écolo, mais j'aime bien ne pas prendre le métro, par contre, ça c'est certain. Je vais de Launaguet à Toulouse à vélo, aller-retour pour aller travailler tous les jours. Alors j'aimerais que la population se rende compte, tous ceux qui veulent mettre toutes les personnes sur des vélos, se rendent compte que le vélo, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas monter sur un vélo. Il y a des gens, en effet, qui sont dangereux. Il y a des gens qui prennent des risques sur les vélos. Donc, c'est pas du tout simple. Quand il pleut, qu'il y a du vent, qu'il fait moins 3 degrés, qu'il gèle, qu'il fait nuit, c'est très difficile de prendre son vélo. C'est-à-dire que quand on décide d'aller travailler à vélo tous les jours, comme je le fais, il faut se motiver et avoir une condition physique. Donc moi, j'aime beaucoup, votre discussion est très intéressante, mais je pense qu'on ne s'intéresse pas aux capacités de la population. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autre solution que de prendre des voitures. Il y a des gens qui ont même du mal pour descendre dans le métro pour aller prendre les transports en commun. Donc le vélo, c'est devenu le culte écologique. Mais ça n'est pas fait pour tout le monde. C'est fait, si on regarde bien, pour une petite partie de la population. Donc moi, j'aimerais qu'on arrive à penser aux personnes qui n'ont pas d'autre solution. Je connais une dame qui est aide à la personne, qui doit faire 7 ou 8 personnes dans Toulouse quand elle travaille pour une journée. On lui dit, prenez plus votre voiture, prenez les transports en commun ou à vélo. Comment fait-elle avec sa trousse de matériel pour soigner les personnes? Comment fait-on quand on est artisan? Tout ça, c'est oublié. Et je pense qu'il faut réussir à revoir cette ville de cette manière-là. De même, en effet, simplifier les choses pour les commerçants, parce que quand on dit les commerçants, ça nous dérange quand on est à vélo, mais les commerçants, c'est l'âme d'une ville. Donc en fait, moi, j'aime cette ville depuis longtemps. Je suis arrivée en 97 et je l'ai vu changer. Moi, quand je prends la rue de Metz et que je vois tous les commerçants qui ferment dans la rue de Metz, parce qu'on a transformé ça en promenade, ça me fait mal au cœur. Une ville aussi, ça contient des voitures, ça contient des parkings qui se remplissent, ça contient des bus, ça contient de la circulation. C'est le propre d'une ville. Donc c'était juste ça que je voulais partager avec vous, parce que j'ai l'impression qu'on ne se rend pas vraiment compte quand on est assis comme nous, avec certaines conditions de vie, de ce que vivent certaines personnes qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Et donc pour qui le vélo est carrément extrêmement compliqué. Et je tiens à préciser une chose aussi, c'est que malheureusement je traverse un quartier à vélo un peu difficile. Et donc j'entendais monsieur tout à l'heure qui disait qu'il n'avait pas de problème du tout quand il sortait dans Toulouse. Moi, si vous voulez, je me suis fait agresser à vélo. Voilà, je me suis fait agresser quand j'étais sur mon vélo parce que je passais alors qu'on estimait que je n'avais pas à passer parce que les voitures étaient arrêtées au milieu de la route. Dans certains quartiers, on m'a proposé de me faire une Samuel Paty. Donc, il y a des endroits où il y a de la sécurité, il y a des endroits où il n'y en a pas. J'ai été obligée de changer de trajet de vélo, je m'adapte. Donc, en fait, c'est bien joli de penser que Toulouse est une ville sans problème, mais il y a des problèmes à Toulouse. Et je pense qu'il serait important, Monsieur Cotterell, de les aborder. Moi, je suis assez d'accord avec vous sur certaines choses, vraiment, parce que c'est pas si simple. Et moi, cette ville, je l'ai vu changer. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Et je suis une habitante de Toulouse, tout simplement, enfin, de la périphérie toulousaine. Voilà. Donc là, on a vraiment une citoyenne qui parle, qui dit les choses. C'est vrai que nous, autour de la table, à part Camille, on n'est que des mecs. Oui, c'est vrai, on est des mecs. Excusez-moi, oui, c'est vrai. Eh oui, mais ce que vous dites est juste, c'est que nous, effectivement... je me suis agressée en tant que femme, moi, mais bien sûr. Et voilà, nous, on ne voit pas... Oui. Voilà, c'est Alexandre, animateur, qui parle. Oui, mais c'est vrai que c'est exactement ça. On n'est que des mecs, et nous, c'est vrai qu'on se fait moins agresser que les filles et les femmes. Tu critiques mon charme naturel. Non, mais c'est vrai. Et puis surtout, on est très imposant, musculairement parlant, on fait très peur. Surtout Michael. Voilà. Non, mais outre les galéjades. Non, mais c'est vrai que nous, on ne peut pas connaître ça. On ne connaît pas, mais l'insécurité, elle existe. Elle n'est pas comme Dupond-Moretti le disait, ce n'est pas un mythe. Je suis désolée. Mais non, mais vous n'avez pas à être désolé. Mais vous êtes une citoyenne. Elle n'a pas à être désolée. C'est effectivement, c'est désolant. C'est désolant. C'est désolant, cette insécurité est désolante. Oui, mais résumer ça que à l'insécurité, ça existe. Mais vous savez, c'est la première préoccupation. C'est la première préoccupation des citoyens. Vous ne pouvez pas balayer ça. Vous pouvez pas balayer ça comme ça. On matrix les citoyens là-dessus sur attention, l'insécurité. Comme ça, on évite de parler des problèmes autres, qui sont les problèmes financiers, sur les problèmes de bien manger, de la santé, de tout ça. Mais ça, vous savez, moi, je fais mes courses au marché, je fais toutes ces choses-là, mais ça n'est pas... tous les Français ne sont pas capables de faire ça. Je voudrais juste, quand je vous parlais du vélo, je voudrais juste qu'on comprenne que tous les Français n'ont pas les moyens de prendre un vélo, n'ont pas les moyens de faire de manger du saisonnier, il y en a plein qui n'ont pas les moyens de ça. Donc en fait, il faut arriver à avoir un peu de tolérance
même quand on est écolo, même quand on veut faire du vélo, même quand on... Vous voyez toutes ces choses-là, quand on veut des arbres, quand on veut des herbes vides, il y a d'autres modes de vie. Et en fait, le problème, c'est qu'on monte les gens les uns contre les autres. Tout le temps. En fait, c'est tout le temps. Parce que le problème, c'est que l'écologie est politisée. Voilà. L'écologie est politique, quoi qu'il en soit. Mais tout est devenu politisé dans notre pays. Même l'amour est devenu politisé. Dur, hein. Donc excusez-moi, mais c'est parce que j'écoutais que ça m'intéressait que je vous ai dit ce que je ressens en tant que femme et en tant que personne qui vit avec des gens qui ont des enfants petits, prendre un vélo cargo avec ses gamins pour les emmener à l'école, c'est pas facile tous les jours parce que ça dépend du temps qu'il fait. Quand on veut aller faire ses courses au supermarché, qu'on vous dit faites-les à vélo et qu'on doit revenir à un pack de lait, on fait comment? Donc si vous voulez, moi je joue à 64 ans, donc je ne m'occupe que de moi, c'est facile. Quand on s'occupe que de soi, c'est facile. Ça devient individualiste, les situations deviennent individualistes. Et moi, ça me pose un problème parce que voilà. Moi, juste au passage, j'ai jamais compris le concept du vélo cargo. Parce que je me dis, à chaque fois, je leur dis, c'est quoi, vous utilisez vos enfants comme un pare-choc? Parce que, je sais pas, le truc avec les enfants devant, moi je le sens. Je reconnais que je ne mettrai jamais, le jour où j'aurai des enfants, sur un vélo cargo. Oh là, faites pas ça surtout. Sur un vélo en tout cas, moi, je partage totalement ce diagnostic, ce témoignage, cette envie. J'ai rien à rajouter à ce qui vient d'être dit. Hein. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté parce que. Merci à vous. Écoutez, Dominique, merci à vous. J'aime cette ville, voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci à vous, Dominique, d'avoir téléphoné. Et c'est vrai que là, on a un avis vraiment citoyen, d'une citoyenne qui a aussi sa vie et qui témoigne parce que. J'ai l'impression qu'on veut toujours entendre les mêmes. Moi, je sais très bien que recevoir Reconquête, ça a déjà été un problème pour moi. Voilà, parce que j'avais été sympathique avec le garçon. Il avait 20 ans, c'était les jeunes. Je suis sympathique avec tout le monde parce que justement, je ne suis pas Delphine Ernotte. Je n'ai pas d'idéologie, aucune. Voilà, et je ne fais pas cette émission encore depuis 10 ans. Oui. Non, mais pour compléter ce que disait Dominique, même si je suis effectivement un homme, comme tu l'as bien remarqué, mais je compatis j'accède à ce qu'elle dit, d'autant plus que moi aussi j'habite en banlieue toulousaine et que dans le cadre de ces élections municipales, il y a aussi l'élection à la métropole qui se joue. Et justement, en termes de déplacement, vous feriez quoi pour les extraterritoriaux toulousains dont je fais partie? C'est 12h30. Tu l'as dire les extraterrestres, pardon, j'ai 5 ans dans ma tête. Bon, ça c'est pour lui. Et qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous proposeriez justement? Parce que pas que du vélo. Effectivement, moi le premier, je suis obligé d'utiliser ma voiture tous les jours pour aller même ne serait-ce que de mon travail à chez moi et inversement. Pour faire les courses aussi, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, d'un point de vue politique, vu qu'on est en train de parler programme, donc je répète, les municipales sont couplées avec les ça y est, j'ai perdu. Les métropolitaines. L'intercommunalité, la métropole toulousaine. Vous prévoiriez quoi? Qu'est-ce qui Vous voulez parler de transport là, pour le coup, là, on en parle puisque madame interpellait sur le vélo et la place du vélo et de la voiture. Effectivement. Donc, c'est une question complexe parce que la ville de Toulouse a cette particularité qu'elle est une ville très étalée. Donc avec de l'habitat individuel qui ne permet pas de mettre du métro partout, par exemple. Ça oblige les gens à prendre leur voiture parce que les transports en commun ne sont pas forcément rentables à passer dans un quartier pavillonnaire. Donc ça, c'est un premier problème. Ça touche également à l'urbanisme, parce que si on densifie la ville de Toulouse, on peut combler une partie de ce problème. Mais puisque je comprends bien que c'est votre question, oui, moi je suis favorable aux solutions de transports régionaux comme le RER dont il a pu être question. Vous rejoignez les écologistes sur ça? Écoutez, oui. Moi, je trouve qu'il y a besoin de transports en commun, il y a besoin que ce soit beaucoup plus massif qu'aujourd'hui. On ne peut pas interdire aux gens de rentrer dans Toulouse si on ne leur propose pas des solutions. La première chose, c'est leur proposer une alternative. Et ensuite, je suis certain que tout le monde va adopter le choix le plus utile pour chacun et que cet intérêt personnel va faire l'intérêt commun.
Donc oui, moi je pense qu'il faut bien sûr continuer d'augmenter la couverture des transports en commun. Je pense qu'il faut saisir les opportunités qui sont les moins coûteuses, comme ce RER métropolitain. Et je souhaite que, dans le même temps, on dise aux automobilistes qu'ils sont malgré tout les bienvenus à Toulouse. En même temps, c'est déplacer la problématique aussi quelque part. Là, c'est pas le Toulousain à moi qui va parler, même si je suis d'Orifort depuis 30 ans, c'est l'Ariégeois. Oui, on répand de plus en plus Toulouse. Ça veut dire aussi que ça donne la possibilité à des Toulousains d'aller s'installer sur des villes vers chez moi, en Ariège, ce qui ne me pose pas problème. On fait des blagues sur Dorifort, tant que vous ne piquez pas les champignons, ça nous va. Mais ça veut dire que ça fait augmenter aussi les loyers par chez nous, parce que la réalité financière n'est pas la même pour quelqu'un qui vit à la campagne que pour quelqu'un qui... Vous n'aimez pas les Toulousains en Ariège, c'est ça que vous voulez dire? Non, vous pouvez venir, c'est sympa tant que vous piquez pas les champignons. Non, mais là, je prends l'Ariège parce que c'est. Mais le problème va se poser, ça amène aussi une hausse de loyer dans les campagnes et ça déplace un peu le problème. Donc vous voulez dire que comme on va mettre des transports en commun, les gens vont pouvoir habiter plus loin. Oui. À un moment donné, les gens ils ont le droit d'habiter quand même. Il faut qu'ils puissent vivre. Si y a autant d'augmentation de population à Toulouse, dans la région toulousaine chaque année, c'est parce que Toulouse est très attractive. Mais c'est aussi parce que les campagnes le sont de moins en moins, parce qu'elles se désindustrialisent. Donc là, c'est un problème qui nous dépasse, qui est un problème national. Et je vous renvoie au programme d'Éric Zemmour et de Reconquête, qui porte une ambition de réindustrialisation de nos campagnes majeure. Cette semaine, vous avez confié être le candidat de, je cite, la vraie droite. Il y a une question qui se pose à gauche, c'est celle de l'union de la gauche. J'ai envie de vous poser la même question vis-à-vis de la droite. Est-ce qu'une union de la vraie droite est possible? Et si oui, avec qui? On sait que le RN va avoir un candidat. Jean-Luc Moudenc va avoir ou a le soutien des Républicains. Il a, merci Alexis. Tu veux faire un pacte avec qui vous pourriez mettre en place cette union de la vraie droite? Avec des partis de droite. Auquel vous pensez? Alors écoutez, s'il vous plaît. Il n'y a pas que le RN évidemment. Je vous cache pas que on a discuté depuis au moins un an avec tous les partis de droite, sous l'égide d'une association qui milite justement pour la réunion des droites, l'union des droites, ou de la droite. Et on s'entend très très bien. Cela dit, les signaux qui ont été envoyés par des partis, certains ou un parti, pour ne pas le nommer, vous savez lequel, le Rassemblement National, ne sont pas très, comment vous dire, l'union pour eux, c'est le monopole. Voilà. Nous, on est plus présidentiel. Pardon ? Ils vous avaient prêté Marion Maréchal pendant un moment, donc ils sont partageurs. Voilà, mais c'est très famille quand même. C'est très famille. Bon, moi je pense que l'union des droites se fera lorsque Reconquête sera majoritaire, tout simplement. Parce que nous, on la veut vraiment. Vous avez peut-être remarqué que chez nous, on n'est pas vraiment des professionnels de la politique, c'est-à-dire qu'on n'en vit pas. On ne vit pas de la politique. Et on n'a pas d'état d'âme à céder la place en fonction des poids respectifs des uns et des autres. Effectivement, on a entendu quelque chose, pour des raisons très obscures, le RN, semble-t-il, rompt les discussions pour s'allier à Toulouse. Eh bien écoutez, on en prend acte, mais... nous devons porter nos valeurs à nous, qui sont spécifiques à Reconquête. C'est aux électeurs de décider. Et puis, vous savez, si Julien Leonardelli puisqu'il est le candidat putatif du Rassemblement national à Toulouse, si Julien Leonardelli souhaite que je lui fasse visiter Toulouse, écoutez, moi je le ferai avec plaisir, parce que c'est quand même important
qu'un candidat connaisse la ville où il candidate. Enfin bon, trêve de plaisanterie. Vous êtes en train de dire qu'il ne connaît pas Toulouse ? Vous dites ça parce que vous avez non, mais trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie. Je connais un petit peu Julien Nardelli. Il est sympathique. Et je suis certain qu'il fait un excellent travail à Bruxelles et à Fronton. Moi, je veux revenir parce qu'on s'en était parlé. C'est vrai que beaucoup en ont parlé de ce fameux tweet qui était sur le Twitter de Reconquête Haute-Garonne, qui visait les 2 derniers recteurs de l'Académie de Toulouse. Et qui était ouvertement raciste. Voilà, un tweet. Pas les recteurs, le tweet. Qui était, oui, pas les recteurs de l'Académie. Le tweet qui était, c'est vrai, raciste. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là ? C'est pour ça, oui, on va faire vite. Est-ce que vous avez viré le community manager ? On va faire vite. C'était pas un community manager, je crois que c'était un militant, il me semble. Alors, bon, cette polémique est un pétard mouillé. Je ne souhaite pas revenir dessus, notamment parce que je pense que ça n'a pas d'importance. Je me suis déjà exprimé dessus. Même Éric Zemmour s'est exprimé dessus. Je pense que ce n'est pas au niveau de ce qu'attendent les Toulousains pour une campagne électorale. Il y a des sujets qu'on doit porter. Ça, c'est une polémique bas de gamme. Moi, ce que je voudrais porter, ce sont les sujets de l'économie à Toulouse, avec les commerçants, avec la vie des quartiers, la tranquillité, la propreté. Ce que je voudrais porter, c'est un grand projet d'ambition économique d'auto-entrepreneurs à Toulouse. Je voudrais que les Toulousains, comme tous les Français qui sont majoritaires, une majorité de Français qui souhaitent créer leur propre entreprise, mais qui ne savent pas comment faire ou n'osent pas le faire, qui veulent créer leur propre salaire. Alors beaucoup de gros entrepreneurs justement parlent de plus en plus, notamment LVMH et d'autres. Récemment, il y a un influenceur qui marche très très bien, qui est super, j'ai plus le nom, mais qui a dit les jeunes, si vous voulez investir et réussir en France, malheureusement vous n'y arriverez pas. Parce que beaucoup de taxes. Oui, attendez, là on n'est pas en train de parler de start-up avec des étoiles dans les yeux. Non, mais... Simplement, les gens veulent créer leur salaire, créer leur propre job et qu'on leur prenne pas 60% de leurs revenus. Effectivement. Voilà, disons les choses. Mais aujourd'hui, il y a des outils qui leur permettent de le faire. Ils le savent pas. C'est complexe. C'est complexe. Il faut juste leur dire voilà, c'est comme ça que tu peux faire. En fait, c'est pas si compliqué. Et leur mettre un mentor à disposition qui va les aider peut-être une demi-journée. Et que je pense qu'il y aura de très nombreux Toulousains qui pourront créer leur propre entreprise à Toulouse pour des petits projets, mais qui auront un gros impact sur la vie économique de notre ville. Ouais. Camille, tu avais peut-être une question. Non, c'est vrai qu'on va arriver au terme de l'émission. Je le dis chaque fois, mais jamais chaque émission. C'est la frustration, la radio. Parce qu'après, on a les poètes d'ailleurs qui vont être diffusés cette fois-ci. Je ne me suis pas trompé. Seront diffusés à 20h. Quel serait votre dernier mot justement pour conclure cette émission? Et puis après vous reviendrez, tous les candidats vont revenir pour les débats. Moi j'aimerais bien organiser des débats et puis vous verrez avec des citoyens aussi, des gens qui travaillent et qui ont envie de s'en sortir. Qu'est-ce que vous leur direz là aux auditeurs qui nous écoutent? Moi je leur dirais que Toulouse c'est l'âme d'un village et l'énergie d'une métropole. Je souhaite que Toulouse garde son âme, ne devienne pas une ville comme les autres. Je ne veux pas que Toulouse devienne Marseille, évidemment. Je ne veux pas que ça devienne une métropole internationale standardisée. Ça doit rester Toulouse. C'est une ville d'excellence, c'est une ville d'innovation et c'est une ville dont on connaît finalement assez peu les valeurs. Est-ce que vous savez que le capitalisme a été inventé à Toulouse ? C'est vrai que tu es anticapitaliste, je crois. Bravo. Bravo. Alors, le capitalisme a été inventé à Toulouse. Moi, je souhaite que l'état d'esprit des Toulousains soit tourné vers l'innovation, vers l'optimisme et que Toulouse puisse garder son art de vie. Vous savez que la convivence et la citoyenneté... Oui, il y aurait beaucoup à dire. On fera une autre émission là-dessus si vous voulez. Mais voilà, donc certains disent qu'il faut aimer Toulouse et moi je dis j'aime Toulouse.
Merci beaucoup Arthur Cottrell d'avoir été avec nous, candidat Reconquête pour la mairie de Toulouse. Et on va y revenir sur les candidats parce qu'il va y en avoir. Là, il y en a plein. Alors, ce qui est génial, c'est que je suis service. Et tout le monde n'est pas déclaré. J'en ai plein à droite, j'en ai plein à gauche, j'en ai plein au milieu. Là, c'est vrai qu'on a comme on dit chez les honneurs, trop de chefs, pas assez d'Indiens. Toi, t'es un art de gauche, moi je suis un art de droite. Merci beaucoup Arthur Cottrell. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Toute la bande d'avoir été là. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Michael, le meilleur. Merci Michael. Merci aux auditeurs qui se sont exprimés ou non. Et aux auditrices qui se sont exprimés. Ça fait super, j'adore. Merci beaucoup. Ouais, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Faut se le dire. À la semaine prochaine, nous aurons le Parti Socialiste.